Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi d'animer ce débat important autour du territoire. Donc, je m'appelle Karim Assenoun, je suis président de la CME du CHU de Nantes et président de la conférence nationale des présidents de CME de CHU. Et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Nathalie Salle. Nathalie, je vais te laisser te présenter. Je me suis bien présentée. Oui, c'est vrai, remarque. Donc moi, je préside la CME du CHU de Bordeaux. Et je suis ravie également d'être ici aux côtés de Karim et aux côtés de l'ensemble de nos invités pour parler de l'évolution de la politique de santé territoriale. Et je vais en profiter pour présenter nos invités. Donc Mathias Alberton de l'IGAS, Pierre Ricordo également de l'IGAS, Marc de Bouvry qui préside la CME de Nancy, Cédric Anweiler au bout de la table qui est doyen de l'université d'Angers, David Pinet qui préside la conférence des PCME de centre hospitalier, et puis Cécile Jaglin qui est directrice générale du CHU d'Angers. Pour commencer, on fait un petit pitch. Ouais, juste petite introduction, Nathalie l'a dit, hein, dès qu'on dit territoire, on est forcément très œcuménique. C'est d'ailleurs souligné par le rapport. Et donc, évidemment, il y a des représentants de tous les acteurs, que ce soit les CHU, les CH, les UFR, les doyens. Parce qu'évidemment, cela concerne tout le monde. Alors, juste un petit pitch introductif très rapide, avant de donner la parole à Pierre Ricordo pour nous faire un petit peu l'exégèse en 10 minutes de la partie du rapport qui concerne le territoire. Le périmètre territoire du GHT, juste un petit rappel, je me suis livré à l'exercice. Vous savez qu'en France, il y a 18 régions, il y a 101 départements et il y a 136 GHT. Voilà, donc déjà, ça pose un tout petit peu la complexité du problème, sachant que les GHT, vous le savez, ont été créés en 2016 par Madame Touraine. On est donc à l'anniversaire à 10 ans. Et en fait, il y a quand même un consensus pour se dire que depuis 10 ans, pas grand-chose n'a bougé en termes d'hétérogénéité des GHT, en termes de pilotage. Mais il y a un consensus, je pense, entre nous pour dire qu'il faut replacer l'accès aux soins au cœur de la réforme des GHT. On fait aussi le constat, enfin je fais le constat, je ne suis pas le seul, mais probablement d'une insuffisance de pilotage. Et c'est l'un des problèmes majeurs qu'on peut avoir. On fait le constat également qu'il y a des équipes médico-soignantes de territoire, mais que pour le moment, c'est encore une fois extrêmement hétérogène. Et puis, juste pour finir, et c'est pour ça qu'on a été tous très intéressés par ce rapport, parce que ce rapport, il est courageux et qui donne 2-3 pistes, finalement, pour aboutir à une évolution de nos GHT. Je vais vous en citer 3 très rapidement. La première piste, c'est de mettre pleinement en œuvre la loi de décembre 2023 et surtout de prendre le décret qui permet aux GHT d'opter pour la personnalité morale. C'est de définir enfin une réelle doctrine nationale sur l'organisation graduée de l'offre de soins. Ça, c'est absolument majeur dans nos territoires, il faut se le redire. Et puis une troisième piste qui nous a également beaucoup intéressé, c'était d'enrichir les modalités permettant de projeter les compétences dans les territoires. Ça peut prendre le contour d'une mise en place d'une quotité obligatoire de travail hors de l'établissement d'affectation. Alors on en est loin, c'est un petit peu abrasif, mais il faut quand même qu'on puisse en parler à un moment si on veut pouvoir avancer. Et puis, bien entendu, ça n'existe pas à ma connaissance, créer une indemnité répondant à une activité multisite pour le personnel paramédical, des équipes paramédicales de territoire pour l'instant. C'est un petit peu la belle oubliée finalement du territoire. Voilà, je m'arrête là parce que je suis un peu le maître des horloges. Oh, 5 minutes, ça peut aller. Et Pierre, je suis ravi de vous passer la parole pour le propos introductif concernant justement le rapport. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous de nous accueillir avec Mathias. Et puis donc nous étions dans une équipe un peu plus large avec l'inspection des finances. Et en fait, nous, notre point d'entrée, c'était la situation financière des établissements publics de santé et puis la question de l'efficience. Et on en est effectivement arrivé au territoire. Mais je voudrais quand même rappeler ce point de départ parce que nous avons été marqués par
en fait la gravité de la situation financière des établissements publics de santé. Et j'insiste là-dessus parce que finalement il y a une certaine habitude, il y a toujours eu plus ou moins un déficit, mais nous n'avons jamais connu une situation aussi grave. Alors elle est grave sur le déficit annuel, mais elle est en train de détruire globalement la structure bilancielle des établissements, et donc ça met en cause la pérennité à moyen terme du système. Et donc nous on attire l'attention sur la nécessité qu'il y a à redresser. Alors dans cette situation il y a beaucoup d'éléments, il y a des éléments qui sont liés à la non-compensation intégrale du coût du Ségur. Il y avait une mission parallèle à la nôtre, mais il faut quand même nuancer cela. Il y a d'autres éléments. Il y a aussi toutes les suites du Covid qui ont conduit à certaines pertes de productivité. Il faut se le dire. Et puis, il y a un manque de recettes aussi des complémentaires. Ce qui nous a, derrière cette situation quand même globalement très dégradée, ce qui nous a frappé, c'était l'hétérogénéité des situations des établissements, avec vraiment des très grosses différences par grandes catégories d'établissements, les CHU, les CH petits, les CH moyens, les hôpitaux locaux, les hôpitaux psychiatriques. Mais à l'intérieur même de ces catégories, on a derrière une dégradation globale des écarts très forts, encore 5 à 7 points de taux de résultats différents. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments qui sont propres à chaque établissement. Donc nous on dit il y a des efforts d'efficience à faire dans chacun des établissements, et on a été frappé par le fait que je dirais le degré de maturité, l'outillage pour le pilotage était assez différent. Mais quand on regarde tout ça, on se dit que face à l'ampleur du déficit actuel, et face aussi, on a essayé de mesurer avec un peu les coûts partis face aux enjeux qui sont devant, les dépenses à venir qui sont devant nous, on n'arrivera pas simplement par de l'efficience interne à résoudre. On est arrivé au territoire en se disant, là, il y a probablement aussi quelque chose à faire. Et ce qu'on a constaté, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'une certaine atonie en quelque sorte de la politique, disons, de restructuration hospitalière. On n'ose même plus utiliser finalement le terme depuis une quinzaine d'années. Non pas qu'il se passe rien, parce qu'il se passe des choses, mais souvent sous la pression des difficultés de ressources humaines qui conduisent souvent de manière un peu dramatique à fermer des services dans des conditions qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes, mais moins une politique organisée, pilotée et même, je dirais, portée. C'est ce qu'on dit aussi par les pouvoirs publics qui ont été très en retrait sur ce sujet dans les dernières années. Or, on voit bien que pourtant, une partie, je dirais, de l'efficacité, mais aussi la nécessité de répondre aux besoins nouveaux de la population, et notamment tout ce qui est lié au vieillissement, aux maladies chroniques, nécessite d'avoir une approche beaucoup plus territoriale que ce qui est un peu l'histoire de l'hôpital. On a évidemment depuis 2016 les groupements hospitaliers de territoire, mais on a fait effectivement ce constat que même s'ils ont été un progrès incontestable, ils sont et qui a là aussi des situations un peu différentes d'un GHT à l'autre. Il y en a des endroits où ça s'est vraiment très bien passé, mais finalement on reste dans une logique tellement coopérative que finalement c'est très difficile d'avancer et d'avancer au rythme auquel il faudrait avancer, et on reste encore dans une recherche du consensus qui bloque un certain nombre de projets, et donc là aussi le résultat du GHT est un peu limité, y compris sur ce qui était le cœur le plus fort de la loi, c'est-à-dire les fonctions support et les fonctions médico-techniques. On voit qu'on n'est pas forcément allé aussi loin que disait la loi, et évidemment encore moins loin sur tout ce qui est les activités de soins. Alors nous, ce que nous disons face à cette situation-là, il y a vraiment la nécessité d'une réaction un peu d'ampleur. Hein. Il faut une nouvelle politique très forte territoriale, avec la nécessité d'une véritable mise en œuvre de ce que tout le monde appelle, c'est-à-dire sur la gradation des soins. Et c'est vrai qu'on propose, parce qu'aujourd'hui, chaque territoire est laissée à elle-même d'une certaine façon, ce qui est normal, mais avec des craintes des personnels, des craintes des élus locaux. Est-ce que la restructuration hospitalière, ça va être une perte pour mon territoire, etc. Je pense qu'il faut réexpliquer pourquoi on fait la gradation des soins, en quoi la gradation des soins améliore la qualité. Et la gradation des soins, c'est pas uniquement l'éloignement, c'est aussi de la proximité pour un certain nombre de choses. On sait par exemple que sur l'accès aux consultations, il y a des données qui viennent de sortir aujourd'hui, c'est très important. Et l'hôpital a une partie
du travail à faire sur l'accès en consultation, par exemple avec consultation avancée. Et puis, il y a des choses qu'il faut concentrer parce qu'on est plus efficace, parce qu'on est de meilleure qualité quand on le fait. Donc, il faut assumer une politique de gradation et on propose que, effectivement, il y ait une espèce de référence, non pas quelque chose d'obligatoire, pas une norme, mais disons un cadre de référence qui permette aux acteurs et aussi qui soit discuté avec les élus locaux, qui soit discuté avec les acteurs des territoires pour que les choses soient claires. On dit ensuite qu'il faut que, je dirais, l'hôpital résonne de manière beaucoup plus territoriale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'organisation hospitalière, elle est sur l'établissement et sur le site. C'est le cas des autorisations, mais c'est aussi le cas, évidemment, des contrats de travail, etc. Je pense qu'il faut avoir un raisonnement beaucoup plus territorial. Alors, effectivement, on fait des propositions sur les équipes territoriales du territoire, sur la capacité à projeter notamment les équipes médicales et médico-soignantes sur le territoire, ce qui suppose, effectivement, peut-être de travailler sur le statut des PH, et c'est ce qu'on dit, parce qu'on pense que c'est l'avenir de l'hôpital et qu'il faut trouver les équilibres dans le dialogue social pour aller dans ce sens-là. Et puis, on pense enfin qu'il faut aller plus loin sur les GHT. Alors, il y a tout un débat sur les périmètres des GHT. Nous, on n'est pas rentré là-dedans. Évidemment, il y a probablement des périmètres qui doivent bouger. Mais, et on sait aussi que tout le monde appelle à une nouvelle ère ou un an 2 des GHT, donc avec quelque chose qui nécessiterait le changement de la loi. Nous, on dit qu'évidemment, ce qu'il faut faire, mais il ne faudrait pas attendre d'agir aujourd'hui. Et on peut agir aujourd'hui dans le cadre juridique actuel. Il suffit d'en avoir la volonté. Il y a à la fois les textes d'origine des GHT, plus la loi dite Valtou, dont il manque le décret d'application. Et avec ça, et avec une volonté politique et avec une action des ARS en soutien des GHT, on peut aller beaucoup plus loin. Et nous, on dit il faut vraiment passer de la logique coopérative à une logique de groupe territorial. Et je crois que c'est à peu près ce que dit la FHF. Donc on a compris, on trouve que c'est assez pertinent, mais ça veut dire qu'il faut y aller et il faut changer véritablement de dimension sur le pilotage des GHT. Alors, nous, on a proposé une méthode. On peut en imaginer une autre. C'est pas ça l'important. Parce que dans ce qui est important, c'est ce qu'on dit dans la méthode. C'est-à-dire qu'il faut un travail, évidemment, au niveau national qui associe les pouvoirs publics, mais aussi les établissements. On dit ensuite qu'il faut un travail au niveau territorial. Nous, on dit qu'il faut le caler au niveau des GHT, mais on peut imaginer ce qu'on veut, et surtout un travail médico-administratif qui associe directeurs et médecins, et plus largement soignants. Ce qu'on dit en tout cas, c'est qu'il ne faut pas tarder à agir. Il ne faut pas tarder à agir parce que la situation est vraiment très très compliquée, et surtout elle est très compliquée, on ne le voit peut-être pas encore, elle est très compliquée sur ce qu'elle est en train de créer comme condition pour l'avenir. Donc cette question de l'approche territoriale, c'est vraiment une urgence pour nous. C'est forcément un processus long et il ne faut pas tarder à le lancer. Bon, merci beaucoup pour votre intervention qui, on peut le dire, plante le décor de manière très claire. Et puis, donc je vais poser 3 questions et laisser les invités répondre. Donc la première, si on veut avoir une politique très forte de territoire, il va falloir trouver un pilote. Donc qui va décider réellement, qui va avoir le pouvoir et avec quel pouvoir? C'est une première question. La deuxième, c'est une question autour du financement. Quelle articulation entre le niveau national et le niveau régional? Quelle autonomie territoriale, une fois qu'on aura organisé les choses? Et la troisième question, c'est celle de l'évaluation. On a besoin de données fiables, d'indicateurs partagés et d'une véritable capacité perspective à travers l'analyse des données. On ne pourra pas piloter une transformation de la santé sans mesurer les besoins des territoires. Donc j'ouvre la table ronde et je vous laisse prendre la parole les uns les autres. Qui veut commencer? Cécile Jaglin. Oui. Moi, je veux bien commencer. D'abord pour remercier les inspecteurs généraux qui sont présents pour la qualité du rapport qui a été vraiment très apprécié, parce que finalement, on a eu l'impression que tous les dialogues qu'on avait pu avoir lors de nombreux travaux de l'inspection ont pu être digérés et synthétisés dans un rapport très dense et qui sera donc aussi très utile pour le passé. Moi, je partage évidemment les conclusions du rapport, pas forcément toujours la méthode. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, les groupements hospitaliers de territoire, ils ont 10 ans.
On a aujourd'hui une dichotomie entre des résultats extrêmement intéressants sur le terrain. On avait pu les mettre en valeur lors d'une journée des groupements hospitaliers de territoire qui avait montré qu'il se passait énormément de choses sur le terrain, y compris de très belles histoires, et le bashing permanent qu'on peut entendre, y compris au niveau parlementaire, sur l'outil juridique. Donc moi, je pense que quand on est dans une impasse de ce type-là, il faut faire un pas de côté. Et le pas de côté, ça pourrait être d'oublier le mot groupement hospitalier de territoire et de passer complètement à autre chose à l'occasion d'une loi, donc sous un nouveau mandat législatif vraisemblablement. Et la notion d'établissement public de santé territoriale, moi, me paraît intéressante et elle permet sans doute de refonder les choses. Et ensuite, si on veut que les acteurs avancent ensemble dans une logique d'efficience, mais surtout, je pense, de qualité et de sécurité des soins, il faut qu'ils aient un intérêt à agir. Et pour ça, il faut régler des choses très basiques, qui font rêver aucun homme politique, mais qui sont un obstacle quotidien dans la fabrique du consensus. C'est le statut des chefs d'établissement. Aujourd'hui, quel chef d'établissement qui a eu son bâton de maréchal en étant nommé dans l'établissement parti X a un intérêt à se saborder pour laisser le chef d'établissement de l'établissement support décider à sa place? Quel président de commission médicale d'établissement élu par ses collègues pour défendre les intérêts de son établissement a intérêt à se fondre dans une équipe territoriale plus large? Et donc, ce sont des choses, on parlait de la prime des personnels paramédicaux exerçant dans une équipe territoriale, c'est un troisième sujet. Moi, je pense que ces sujets-là sont des sujets auxquels il faut avoir le courage d'apporter des réponses de manière à ce que chacun ait un intérêt à agir dans le sens collectif. Et puis ensuite, et je laisserai la parole à mes partenaires, c'est la question de la façon dont on parle aux citoyens et aux élus locaux. La question de l'efficience, c'est un sujet qui n'intéresse pas les citoyens et qui n'intéresse que très peu les élus locaux, puisqu'ils n'ont plus de responsabilité dans la gestion hospitalière. Donc c'est un sujet qui nous intéresse, nous, et auquel il faut s'attaquer. Bien sûr, on sait que les marges d'efficience qui restent sont dans la solidarité territoriale, notamment sur les fonctions support. Mais la façon dont je pense qu'il faut porter ces réformes-là, c'est sur l'accès aux soins et la qualité de l'accès aux soins. Et pour ça, il faut sans doute arrêter de parler de fermeture d'activité, parce que, évidemment, c'est effrayant pour un élu comme pour les citoyens. Il faut apporter des solutions. Moi, j'appelle ça des front office. Alors bon, c'est peut-être pas un terme qui est très joli, mais il faut que le citoyen, il ait un point d'entrée sur son territoire, peu éloigné de son domicile, dans le système de santé. Et l'organisation qui va derrière, y compris où l'accouchement va se dérouler, où l'intervention chirurgicale va se dérouler, finalement, ça doit être le back-office que nous organisons, nous, équipe médicale et équipe de direction de ces établissements. Merci beaucoup pour ces propos qui ouvrent très très bien le débat et qui posent les bonnes questions, je trouve. Je vais donner la parole maintenant au président de CME, Marc de Bouvory, de CHU. Merci. Merci à vous pour votre rapport, parce que c'est un rapport qui est, à mon avis, très structurant. Ça n'arrive pas toujours, donc on le met en exergue. C'est un rapport très intéressant. Donc, Cécile vient de parler des établissements publics de santé territoriale. Donc, allons dans ce sens. C'est quelque chose qui doit être pensé, qui doit être structuré. Actuellement, l'état sanitaire de nos populations pose problème. On est nombreux pour essayer d'être lanceurs d'alerte, en tout cas d'être témoins d'une dégradation de l'état sanitaire de bon nombre de populations. Donc cette situation, même si le système de santé français continue de fonctionner, il faut être en anticipation de modifications importantes à faire.
Il faut raisonner sur une logique de territoire, d'équipe médicale par discipline qui se projette et qui refonctionne en communauté. Donc c'est des équipes qui doivent fonctionner en discipline et au sein des disciplines, on réfléchit sur un partage du temps médical entre les établissements qui correspondent à l'établissement de santé publique territoriale défini par Cécile. C'est la seule façon de faire. Il faut arrêter, à mon sens, les histoires de contrats qui se font ad nominem et puis qui n'ont qu'une durée de vie finalement limitée. Et il faut raisonner sur le plan de l'ensemble d'une discipline pour répartir les moyens avec un projet médical de territoire qui est défini discipline par discipline, qui a été négocié entre le CHU, les CH et tous les établissements, y compris privés, sur comment répartir les moyens de façon le plus adéquate. Donc il faut qu'il y ait un projet qui soit très défini. Et avant de passer la parole, deuxième chose, pour reprendre aussi les propos de Cécile Jacquelin, il faut responsabiliser les élus. Il faut trouver un moyen pour responsabiliser les élus. Les élus, ils se foutent actuellement du budget des hôpitaux, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas de prise dessus, ils ne le comprennent pas souvent et ils ne sont pas en responsabilité dessus. Donc il faut à ce moment-là, pour qu'on ait beaucoup moins de limitations administratives, réglementaires sur le plan des personnes qui interviennent, il faudrait trouver un moyen pour que ces élus aussi soient en responsabilité et qu'ils soient en capacité, ici ou là, de dire eh ben, on arrête un certain nombre de plateaux techniques qui sont des gouffres financiers et qui sont des gouffres en qualité de soins. Alors, on reviendra. Merci Marc. On commence à avoir une fiche de route. Je vais maintenant donner la parole au docteur David Pinet, président de la conf des PCME de centres hospitaliers, pour qu'il nous donne son avis. Merci pour l'invitation. Merci également aux inspecteurs et à la mission pour ce rapport IGAS qui a été vraiment très intéressant et qui ouvre des perspectives. Dans un premier temps, peut-être sur le plan financier, avec l'objectivation des facteurs exogènes qui impactent très directement l'hôpital public et qui doivent trouver des réponses, parce que c'est aussi des sujets d'incompréhension localement, et qui ouvre le sujet du territoire, mais qui est dans la continuité de finalement d'anciens rapports sur IGAS, sur les GHT, qui faisaient état d'un entre-deux sur cette organisation. Alors le prisme financier qui a mené ce travail nous amène quand même sur un point de vigilance. Attention à ne pas donner au GHT le seul prisme de l'efficience des politiques publiques. Rappelons-nous des années 2010 où, dans les suites de la loi HPST, le plan triennal est venu impacter les organisations médicales et soignantes des établissements, ont démotivé les professionnels, avec une focale uniquement sur l'hôpital public, alors même qu'il est dans un écosystème concurrentiel avec des établissements privés notamment, et un exercice libéral qui n'a pas les mêmes contraintes et pas les mêmes niveaux de rémunération. Donc, faisons attention quand même et prenons en compte cet historique pour nous projeter sur l'avenir et essayer de répondre aux difficiles questions qui ont été posées par les animateurs de cette table ronde. Et pour rappel, les centres hospitaliers organisent une centaine de GHT avec des établissements support et des établissements parties, en lien avec des CHU, des facultés. Et on n'a jamais finalement eu l'occasion d'avoir une évaluation objective à 360 du fonctionnement global du système de santé autour de ces GHT et des outils qui sont mis sur la table, notamment dans le cadre des missions qui relèvent des CHU autour de la démographie médicale, de l'innovation, de la recherche, dans le cadre des conventions d'associations qui devaient guider aussi ces réflexions d'organisation territoriale à l'échelle des subdivisions, dans le cadre de projets construits à l'échelle des GHT, pensés autour de toutes ces thématiques, de l'organisation d'offres de soins, et après structurés et organisés avec les CHU pour les filières de recours, pour la démographie médicale et pour la répartition des ressources humaines. Et là, c'est peut-être un nœud qui mériterait d'être mis en avant pour l'avenir des GHT. Alors, qui décide ?
Enfin, moi, en préparant la table ronde, je me suis souvenu des propos du président de la République en septembre 2018, qui traçait quand même une ligne assez forte sur la gradation des soins, sur la vision de l'avenir du système de santé. On se retrouve 8 ans après avec de belles dynamiques qui ont quand même été engagées. Et ça, je crois qu'il faut le souligner, comme Cécile Jaglin. Les premières journées des GHT qui ont été organisées à Lille par les conférences de PCME, de CHU, avec les directeurs généraux de CHU notamment, ont mis en exergue cette dynamique positive qui mérite peut-être d'être aujourd'hui confortée. Donc, moi, j'ai la conviction que ce qui décide, c'est le projet. Ça ne va pas être un acteur, un responsable unique, un directeur général, un chef d'établissement, un directeur d'ARS. Et je crois que tout ce que l'on voit sur le terrain nous le rappelle. On a mis le projet médico-soignant partagé du GHT au cœur des réflexions. Et il est probable que les CMG ne se soient pas totalement approprié ce sujet pour X raisons. Des raisons de moyens, des raisons de priorité, la crise Covid qui a impacté les organisations, qui a parfois démobilisé, et puis vous l'avez dit, sur parfois des systèmes coopératifs qui recherchent un consensus et qui aboutit à aucun arbitrage et qui enquistent des situations qui posent des questions en termes de qualité et de sécurité des soins et qui doivent nous interroger. Donc, à mon sens, le projet qui doit décider doit faire sens aux professionnels, il doit être compris par les usagers, et c'est vraiment la transparence sur l'organisation des parcours au sein du système qui doit être présenté. Il doit répondre à des objectifs de qualité, de sécurité et de pertinence. On n'a plus les moyens aujourd'hui de fermer les yeux sur des situations difficiles, mais pour les objectiver, il nous faut des données de santé, et ça rejoint la deuxième proposition. Il faut clairement qu'on puisse disposer de données de santé qui structurent les parcours, qui donnent de la lisibilité et du sens aux organisations médicales et soignantes qui se mettent en place, avec des ressources limitées, tant sur le plan budgétaire que RH. Il faut un management bienveillant, il faut un respect des partenaires, parce que même si on a l'habitude de travailler entre hôpitaux publics, on n'est pas les seuls. Il y a des professionnels de ville, des CPTS, des établissements ESPIC et privés qui doivent être aussi partie prenante de l'organisation des parcours, parce que c'est un facteur important d'embolisation des lits d'hospitalisation de l'hôpital public. Et puis peut-être terminer sur le plan politique et la décision. Je crois qu'il faut que toutes les organisations soient assumées politiquement, et que les arbitrages pris par la direction générale de l'ARS, si on ne remet pas à plat l'ensemble du modèle, puissent guider aussi les organisations, puisque c'est son rôle de régulateur actuellement. Merci beaucoup, David. Je vais maintenant donner la parole au doyen, donc le professeur Cédric Hahnweiler, qui va nous parler un peu de sa vision et peut-être aussi de la vision du territoire tel que tu le définis. Merci Cédric. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci pour le rapport. Et effectivement, au nom de la conférence des doyennes et doyens de médecine, je vais aborder en fait un angle assez complémentaire, un peu différent et complémentaire de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, qui est plutôt celui de l'universitarisation du territoire, parce que il y a une conviction forte que nous partageons au sein de la conférence, qui est que le territoire de santé aujourd'hui et demain ne peut plus être considéré uniquement sous l'angle d'un territoire d'offre de soins, mais au-delà d'un territoire aussi de formation, d'un territoire de création de savoir, c'est-à-dire d'un territoire de recherche, d'un territoire d'innovation, donc en fait d'un territoire universitarisé en santé. Alors qu'est-ce que c'est l'universitarisation des territoires? Ça n'est pas seulement exporter des terrains de stage ou envoyer des étudiants dans des stages hors CHU, c'est en fait créer localement, partout sur le territoire, les conditions nécessaires pour mener la triple mission universitaire qui est celle de former, qui est celle de chercher, de faire de la recherche et qui est celle de soigner. Alors ça implique de la présence d'étudiants, ça implique de la présence d'internes, ça implique de la présence d'encadrants hospitalo-universitaires, ça implique de la recherche, ça implique de l'innovation. Partout sur le territoire, il y a des initiatives anciennes qui sont prises à Rouen avec le doyen Weber par exemple, à Angers aussi dans notre subdivision, mais d'autres encore en France avec depuis déjà plus de 15 ans des premières années de santé qui sont organisées dans les territoires, y compris dans les métropoles non universitaires, pour aller chercher
des futurs étudiants et des futurs professionnels de santé sur le territoire. Il y a des stages, ensuite des formations délocalisées qui sont organisées dans des hôpitaux généraux à distance des CHU pour exposer finalement les étudiants à une grande diversité de pratiques, à une diversité de territoires et pour les aider à se projeter dans des installations futures sur le territoire. Ces stages doivent être encadrés, donc il y a des postes d'enseignants hospitalo-universitaires, souvent associés aujourd'hui dans les hôpitaux périphériques, en lien toujours avec les CHU et les universités, qui permettent d'encadrer correctement les stages. Et puis il y a le déploiement d'actions de recherche, d'actions d'innovation, d'une culture, d'une dynamique de recherche partout sur le territoire. La conséquence est finalement des étudiants en nombre exposés précocement et durablement à des pratiques différentes de celles du CHU et qui se rendent compte que, évidemment, on peut avoir une carrière médicale de haut niveau, évidemment dans les métropoles universitaires, mais pas uniquement, et qui peuvent ainsi se projeter sur d'autres trajectoires de carrière pour densifier pour participer à la densification médicale de l'ensemble des territoires. Et puis, ça permet aussi d'avoir des coopérations territoriales, j'allais dire, apaisées, et finalement aller au-delà. L'université, la faculté a l'habitude de fédérer, a l'habitude de parler avec tout le monde, avec les CHU, avec les hôpitaux, avec les collectivités locales, avec la région, avec l'agence régionale de santé, avec les étudiants, les internes, etc. Et donc, on travaille aussi sur le long cours, hein, et donc on peut aider à apaiser des climats qui peuvent être parfois implicitement, une opposition parfois implicite entre CHU et territoire, aller au-delà de cette logique qui peut être vécue comme concurrentielle et rentrer dans une logique plutôt d'appartenance à un écosystème unique, universitaire et médical. Merci beaucoup. Oui, je voulais poser une question à Cédric. Donc pour toi, si je comprends bien, le territoire, ce serait celui de la subdivision ? Alors, absolument, merci Nathalie. Pour la faculté, naturellement, le territoire est celui de la subdivision universitaire. Merci beaucoup. Et donc pour le CHU aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était très riche. On a le temps un petit peu pour une interaction éventuellement avec la salle. Je voulais juste rappeler, faire une petite conclusion à ce stade. Les débats qu'on a eus là, ça me rappelle un tout petit peu les débats qu'on a sur la recherche en France. Je vous dis pourquoi. On a une doxa nationale et c'est bien normal, on est quand même dans un état très jacobin à mon sens, qui fait que au niveau national, on a la gradation, on nous demande la gradation des soins, on nous demande l'accessibilité, c'est l'État qui nous le demande. On a autre chose qui est extrêmement important et tout part de ça, à mon sens, c'est 3 milliards de déficit cumulés en 2024. Et l'énorme intérêt de ce rapport, c'est de nous dire, et de dire surtout aux politiques, si on continue comme ça, on a fait les marges d'efficience, on peut toujours en trouver de nouvelles. On a fait également dans une certaine mesure, mais pas dans toute sa complétude, les mesures du Ségur qui sont venues alimenter nos établissements. On a 10% d'activité en plus. Et malgré ça, on fait 3 milliards. Alors, ça pose un autre problème. On a une régulation prix-volume, ça pose le problème des tarifs. Mais au-delà de ça, ça nous permet quand même de nous dire que peut-on faire dans le territoire. Alors, on a encore une fois ces doxa nationales où on nous demande un certain nombre de choses. En recherche, c'est la même chose. Et quand on arrive au niveau du territoire, on se l'est tous dit, il y a un intérêt à agir, il y a des stratégies territoriales à faire, des équipes territoriales à monter. Et là, on n'a plus de pilotage. C'est pour ça que je fais un petit peu le parallèle entre les deux. Et donc, le sujet, à mon sens, qui est quand même important à adresser, c'est, dans ce que disait Cécile, dans l'intérêt à agir, il faut qu'à un moment, il y ait probablement une conditionnalité des financements, parce que sinon, chaque institution, pas partout, il y a une hétérogénéité, mais quel est son intérêt, avec les problèmes que je viens de signifier, à aller projeter des forces en dehors de son établissement, sachant la difficulté qu'il a en interne. Donc, encore une fois, la stratégie territoriale demande, à mon sens, un pilotage dont il faut se parler. Alors, on a l'ARS, on nous parle de la région également.
Voilà, je pense que c'est un problème majeur. Je ne sais pas si, Mathias, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être réagir à un certain nombre de vos interventions qui font écho en fait aux constats et aux propositions que nous avons faites. Tout tourne quand même, et y compris ce que vous venez d'indiquer, autour de la place aujourd'hui que continue à avoir l'établissement. Tout tourne autour de l'établissement, Pierre l'a dit. Et donc avec ces incidences statutaires, ces incidences budgétaires, les incidences par rapport aux élus. Et donc ce pourquoi nous plaidons, c'est précisément, ça revient aussi à répondre à la question qui pilote, une structure territoriale. Alors j'expliquerai pourquoi nous sommes partis du GHT, mais dans une logique de groupe public assumé et à une dimension territoriale beaucoup plus large que, y compris la majorité des GHT aujourd'hui, pour pouvoir précisément intégrer faire sauter et atténuer un certain nombre des blocages qu'on constate qui sont beaucoup trop forts aujourd'hui liés à la place de l'établissement et à toutes ces implications. 3 éléments par rapport à ce que vous avez évoqué. Nous, vraiment 3 mantras. Premièrement, vraiment, et ça aussi, ça guide quand même beaucoup de nos propositions, Pierre a dit, c'est l'urgence. On ne méconnaît pas le fait qu'il y a des bonnes pratiques. On ne méconnaît pas le fait qu'il y a des dynamiques vertueuses. Le sujet qui nous était posé, c'était un sujet quand même systémique. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on est capable de trouver les voies du passage à l'échelle? C'est bien qu'il se passe des choses intéressantes et vertueuses ici ou là. Le sujet, c'est à un moment donné, pour notre système de santé, quels sont les voies et moyens pour passer à l'échelle. Et le 3e élément, donc l'urgence, le passage à l'échelle. Et 3e, la pédagogie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas capable, alors c'est tout le sujet d'un référentiel de gradation des soins, de l'accompagnement des communautés, si ça donne le sentiment d'être fait à la fois de manière à la fois technocratique et contre les territoires et contre les citoyens, clairement, on voit l'histoire est écrite et on sait comment ça va se terminer. Par contre, et d'autres pays l'ont fait, la pédagogie de la réforme, la pédagogie de la gradation, des contreparties pour montrer que ce n'est pas juste quelque part, comme ça peut être interprété parfois, un aspirateur à activité sur les plateaux techniques les plus avancés au détriment des territoires. Ça, c'est un élément extrêmement important. Concernant les GHT, pourquoi est-ce qu'on est parti des GHT? C'est on rêve tous du grand soir. On rêve tous d'une réforme législative. D'abord, à court terme, on voyait bien que c'était pas possible. À moyen terme, on n'en a pas la certitude. Et donc, ce que nous avons essayé de porter, c'est une méthode qui puisse permettre de continuer à avancer à cadre réglementaire constant, de définir, de tracer un horizon et à un moment donné, quelque part par l'exemple et par les résultats obtenus, de montrer qu'il faudra continuer à amplifier cet effort, y compris avec les réformes législatives nécessaires le moment venu. Mais on a en tout cas essayé de s'extraire de cette logique un peu binaire. C'est soit on continue comme ça, voilà, et en attendant quelque part le grand soir. D'où, mais je ne suis pas sûr qu'on soit finalement tellement en opposition sur la forme, parce que quand on parle d'une logique de groupe public à l'échelle territoriale, on n'a pas tiré tous les fils de ce que ça pouvait vouloir dire en termes de statut, de différentes possibilités statutaires et organiques, mais ça rejoint assez fortement. On n'a pas non plus tiré tous les fils de ce que ça voulait dire sur l'implication statutaire pour les directeurs d'hôpitaux, sur la question des praticiens, mais tout ça, évidemment, c'est à instruire le moment venu, une fois que les décisions les plus structurelles seront prises sur la place des élus. Quelqu'un a dit, plus personne ne s'intéresse aujourd'hui à la question de l'efficience. C'est assez surprenant. D'abord, ces sujets de finances publiques sont partout dans le débat public, et on a un peu l'impression que cette habitude, cette acculturation au déficit, il n'y a que chez nous, il n'y a qu'à l'hôpital que ça... Non, mais je veux dire, à un moment donné, ce qu'un certain nombre de directeurs ou de chefs de présidents de CME nous ont dit, en disant c'est compliqué d'arriver à mobiliser nos équipes, parce que finalement, on était en déficit il y a 2 ans, on était en déficit cette année, un peu plus en déficit, mais l'horizon d'un retour à l'équilibre est très lointain, et comment on arrive à mobiliser même les élus. Je veux dire, un élu, il a un contrôle de légalité. Un élu, il vote un budget, il vote un budget en équilibre. Et donc, c'est assez marquant, cette forme de schizophrénie, c'est-à-dire de préoccupation
qu'ils ont au quotidien dans leur activité d'élu, et finalement d'une forme d'incompréhension ou de désintérêt quand il s'agit des questions d'hôpital. Et la dernière chose, et après je repasserai la parole, je rejoins tout à fait, je crois que c'est Cécile Laguin qui parlait tout à l'heure de la question des fermetures. Enfin, nous on dit attention, n'agitons pas le chiffon rouge des établissements qui ferment. Il y en a, mais c'est la minorité. La plupart du temps, quand on parle de restructuration de l'offre, c'est la fermeture d'un service, c'est une réorganisation d'activité, c'est pas la fermeture pure et simple d'un établissement. Et il y a beaucoup de moyens de travailler sur l'intégration territoriale via les fonctions support, via les fonctions médico-techniques qui par ailleurs n'ont pas la sensibilité et le risque de l'effet chiffon rouge que peuvent avoir la fermeture pure et simple d'activité. Donc essayons d'aborder les choses plutôt par la voie la plus intelligente et la plus consensuelle que plutôt par la voie la plus urticante, si je puis dire. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette table ronde très animée et très riche qui va nous permettre de faire un petit document déjà préparatoire sur notre plan d'action. Merci beaucoup. Au revoir.